bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle édition de Dragon Mag. Les Dragons continuent de naviguer vers leurs objectifs de fin de saison, un œil sur les prestations de Brest bien sûr, mais surtout le regard fixé sur la finale de Coupe de France et le Final Four. Pourtant, il faut valider quelques étapes en chemin comme le déplacement à Besançon ou la réception de la Stella Saint-Maur. C'est au sommaire du jour, en compagnie de notre invité. Il s'agit de Lilou Borg. Salut Lilou. Bonjour. En pleine forme ? En pleine forme. La dernière fois que tu es venue, c'était au mois de novembre. J'avais une moustache, il y a eu 6 mois qui se sont écoulés depuis. Il y a plein de choses à nous raconter, j'en suis sûr. T'es prête ? Plein. Bon, on va raconter tout ça, mais ce sera aussi avec nos chroniqueurs du jour, à commencer par l'homme qui court des semi-marathons lors des jours fériés, c'est Rémi Alésine. Salut, le tour du lac de la Madine, ça fait 21 km, mais c'est difficile. Le lactique, ça va ? Je suis très bien assis. Je pars en interview post-course. À tes côtés, c'est le retour de Claire. Comment ça va, Claire ? Ça va très bien, tout le monde est de très bonne humeur. On est tout bon. Ah oui, on rigole bien. Il n'y a même pas eu de problème en technique aujourd'hui, c'est génial. C'est formidable ce qui se passe. Allez, vous connaissez la formule, je ne vais pas dire du mal de nos amis de la technique. On démarre avec l'actu. On va bientôt manquer d'histoires à raconter dans cette section d'actualité puisque le Sarrebourg-Moselle-Sud Handball en a fini avec sa saison de Pro League. Avec une 12e place, le club s'attelle désormais à construire son effectif pour la saison à venir. 5 départs sont déjà enregistrés pour 3 arrivées à suivre. En National 1 masculine, on voit le bout également. Les Cerbères de Metz Handball ont disputé leur dernier match de la saison à domicile, mais ils se sont inclinés de peu face au leader de Chambéry. La fête aura peut-être lieu pour la dernière sortie, ce sera à Beaune en toute fin de mois. Une pensée bien sûr pour David Motika, le coach qui tournera une page de l'aventure messine après ce match. Dans la même compétition, mais en poule fédérale, c'est Folchevillers qui était proche du podium et qui peine à finir la saison et qui a signé une 2e défaite de rang. Prochaine étape à la fin du mois, la réception de Vesoul, équipe de bas de tableau. Il y aura peut-être encore l'opportunité de grimper au classement avant la fin. Un mot de National 1 féminine désormais. Les jeunes Dragons de Metz Handball ont eu à relever un joli défi entre joueuses retenues avec l'équipe A et nombreuses blessées. Nina Canto a eu à repenser toutes ses tactiques pour décrocher un succès chez la Lanterne Rouge de Villers. Score final et victoire Messine, 31-18. Et un mot dans la même poule, Yutz a mis fin à la mauvaise série en décrochant un match nul face à Palaiseau. Du côté yussois, on essaye de s'accrocher jusqu'à la fin de saison pour repartir sur un nouveau cycle l'année prochaine. Le dernier match à domicile de la saison des jeunes Dragons, c'est justement ce samedi face à Chambéry. Venez nombreux au gymnase du Technopôle. Personnellement, moi j'y serai. Vous verrez, il y aura une très bonne ambiance pour célébrer la fin de saison de la N1. Actu suivante, on en parlait un petit peu ici avec Thierry Vazman il y a quelques semaines. Metz Handball compte sur un réseau de partenaires de plus en plus important. C'est primordial pour le développement économique du club. Mardi, il y avait un entraînement ouvert destiné à ces partenaires, justement, suivi d'un moment de réseautage. Je m'y suis un petit peu glissé, l'occasion de voir un peu comment tout ça se passait. Vous le voyez sur les images. Ça s'est conclu par un temps d'échange avec Emmanuel Mayonnaise, Sarah Bouktit et Anna Albeck. Et je vous propose d'écouter Grégory Muller, directeur opérationnel de Metz Handball, au sujet de cet événement. Propose au moins une fois par saison à nos partenaires de regarder un entraînement, de pouvoir échanger aussi à quelques joueuses avec le coach et surtout de pouvoir faire en sorte qu'ils se rencontrent pour réseauter et échanger aussi entre eux. Qu'ils découvrent aussi un petit peu comment ça fonctionne de l'intérieur. On est toujours à les recevoir sur des moments de match. Là, c'est d'avoir un moment off avec eux comme on le propose à nos abonnés ou à nos bénévoles en cours de saison. Rémi, ces partenaires de Metz Handball, ils sont de plus en plus bichonnés et pour cause, ils sont de plus en plus nombreux aussi. C'est devenu un véritable levier pour le club pour exister au plus haut niveau. On sait que les leviers de financement pour Metz Handball, on en fait vite le tour. C'est billetterie, subvention publique, partenariat privé. Donc peut-être que la plus grosse manne peut venir du partenariat privé. Il y a une compétitivité des équipes, des compétitions, des événements sportifs. Et alors Metz Handball a pour lui l'image d'un club qui gagne, l'image d'un club avec des filles qui sont toujours accessibles, souriantes et intelligentes. Je ne dis pas ça parce que tu es là, mais parce qu'on vous voit toutes les semaines et parce que c'est le cas. Et ce n'est pas forcément le cas de tous les sports. Je cible personne. Vous chacun fera ses conclusions dans son coin. Là où vous voulez. Et évidemment, ces partenaires, il faut aussi les concerner. Il ne faut pas simplement leur donner des billets de match et leur demander de regarder un spectacle, aussi beau soit-il. Donc évidemment que ces opportunités de réseauter, mais surtout d'échanger. On sait à quel point les partenaires aiment, à la sortie des matchs ou lors de cet entraînement, parler avec le coach, parler avec les joueuses. Je pense que vous avez aussi conscience que vous avez votre rôle à jouer là-dedans, que vous n'êtes pas simplement des handballeuses, mais que vous devez véhiculer un petit peu l'image du handball féminin. Parce que, alors même avec une équipe de France qui gagne, même avec Brest, même avec Metz qui performe, il y a encore toujours un travail à faire pour convaincre d'éventuels diffuseurs télé et pour convaincre évidemment des partenaires. Donc c'est un travail qui est compliqué, mais que Metz Handball s'acharne à faire et c'est normal.
Lilou, justement, c'est peut-être un aspect que tu as un peu plus découvert cette saison avec Metz Handball, tous ces partenaires qui gravitent autour du club, les moments un peu de rencontres, etc. C'est quoi ton approche avec tout ça? C'est sûr que c'est différent. Nous, par exemple, après les matchs à Mérignac, je parle de Mérignac parce que c'est là où j'étais avant, mais on n'avait pas de VIP, on n'allait pas voir les partenaires, on n'avait pas tout ça. Et finalement, ça reste un moment convivial, comme les repas de gala où on est finalement avec tout le monde. Et moi, je trouve ça juste génial parce qu'on découvre aussi d'autres personnes, on parle d'autre chose que de handball, parce que c'est vrai qu'on le vit tous les jours, donc de voir autre chose, ça fait du bien. Et de savoir aussi ce que les gens à l'extérieur, ils peuvent penser de ce qu'ils voient. Et finalement, ça reste toujours positif la plupart du temps, donc c'est juste génial. Claire, toi, je sais que tu as déjà eu l'occasion de voir ces entraînements un peu ouverts au public, ouverts aux abonnés, etc. Qu'est-ce que ça représente justement pour les supporters d'avoir ces moments où le rideau s'ouvre un tout petit peu sur les coulisses de Metz Handball? Moi, j'adore, je trouve ça génial de pouvoir les voir entre guillemets au naturel, de pouvoir voir aussi comment se prépare un match. On a vraiment accès à tout, on entend tout. Moi, ce qui m'impressionne à chaque fois, c'est l'intensité déjà que les joueuses et que le coach met dans les entraînements. Vraiment, je crois que vous courez encore plus qu'en match d'ailleurs. Donc c'est hyper impressionnant. Les tactiques qui vont être hyper fines, tous les enchaînements qu'on peut du coup voir en match. Du coup, c'est sympa de pouvoir après, exactement de pas forcément savoir comment ils s'appellent, mais de pouvoir, du coup après les retrouver à l'entraînement. La précision des consignes. Et moi, je suis toujours impressionnée des joueuses qui arrivent à retenir toutes les consignes de Manu, qui en donnent énormément, qui parlent très vite en français, donc en pour français les et en anglais étrangères. aussi. Tout à fait. Donc vraiment, c'est génial. C'est vrai que ce sont des moments importants et c'est vrai que ça aide aussi à se repérer dans une organisation d'équipe, etc. Et justement, on va quitter cet entraînement, on va aller vers le concret puisque c'est l'heure du récap. On va parler bien sûr du match qui s'est joué à Besançon. On se souvenait du match aller le 28 janvier aux Arènes, au cœur d'un mois toujours un petit peu dur à négocier, on ne va pas se mentir. Les Dragons avaient battu Besançon de 11 buts. Et bien le match retour a eu lieu samedi dernier et en terre byzantine, le résultat a été un petit peu plus sévère, 20-38, victoire messine bien sûr. Le match n'était pas diffusé malheureusement, mais Lilou, tu es là pour nous en raconter un petit peu le déroulé. Comment ça s'est passé pour vous? C'est vrai qu'on a pas trop mal commencé le match. On a eu quelques pertes de balles qui ont fait que sur le début de match, l'écart s'est pas fait tout de suite, mais comme tous les matchs, j'ai envie de dire. Ça se construit. Voilà, exactement. Et finalement, Bunsen, elle nous a fait des arrêts. Derrière, on a monté les balles. On n'a pas eu à faire non plus énormément d'attaques placées sur la première mi-temps. Et on a réussi à faire rapidement des rotations. Les jeunes, elles ont pu rentrer aussi parce que c'est vrai qu'on a eu quelques blessés et quelques absentes. Et finalement, même en faisant tourner, l'écart, il s'est creusé quand même. Donc, ça a été trop bien. Besançon, c'est pas très très loin. Ça a permis à pas mal de supporters aussi de vous accompagner. Alors on a parlé beaucoup ces dernières semaines des supporters qui font pas mal de kilomètres pour vous suivre, mais là il y avait un beau contingent quand même qui était avec vous. C'est quand même assez incroyable de voir autant de monde qui se déplace à chaque fois derrière. Oui, c'est sûr. Chaque fois on est surprise et chaque fois presque on les entend le plus dans la salle. Donc presque on a l'impression d'être à la maison à chaque fois et je pense que ça nous aide aussi nous dans notre préparation du match et dans notre match. Rémi, je voudrais te parler de la compo de ce match. Pour la deuxième fois consécutive, il n'y avait pas Sarah Bouktit dans l'effectif. Béchaïlen Ngombele, on le sait, qui a eu une fracture du nez et est absente pour quelques semaines aussi. Laura Flip est toujours à l'entraînement, mais pas encore en match. Xenia Smith, naturellement écartée. Ça laisse de la place à des jeunes joueuses. On a vu dernièrement Elia Ferdilus, Ivana Tangana qui a intégré l'effectif. Et aussi des rotations un petit peu renouvelées suite au match contre Brest. Maintenant, le match le plus intense est passé. On fait place aussi à des rotations plus équilibrées. Il est normal. Après, il faut savoir quel objectif tu poursuis. Donner du temps de jeu à des joueuses qui n'en ont pas. Une Tangana qui met 4 buts dans un match professionnel, c'est pas rien pour elle. C'est un cap qu'elle doit franchir. Elle le franchit. Mettre au repos des joueuses incontournables comme Sarah Bouktit, c'est essentiel aussi. Parce que tu n'as pas besoin de la tester sur un match contre Besançon, tu sais ce qu'elle va te donner dans le match important. Par contre, si on veut amener le débat sur le fait de préparer le Final Four, puisque c'est l'échéance principale et la plus compliquée qu'aura le club, j'ai envie de te dire que c'est une conviction que j'ai, 80% des matchs que tu fais toute la saison ne peuvent pas te préparer à ce match, tellement le gap est... C'est un niveau totalement différent. Voilà. Un match convaincant de Lilou contre Besançon ne va pas forcément me convaincre qu'elle le sera au Final Four. Par contre, quand tu performes contre Eschberg et que tu as fait le match que tu as fait,
je suis certaine que tu seras présente pour jouer Brest, pour jouer le CSME ou pourquoi pas Győr, et on l'espère. Donc, il faut savoir quel objectif tu poursuis. Après, évidemment que je suis contente que Sarah Bouktit ne joue pas ce match, non pas parce que j'ai pas envie de la voir, mais parce que je me dis qu'il n'y a aucun risque qu'elle se blesse, et je la veux au top pour des matchs qui vont compter, la finale de Coupe de France. Je dis pas qu'il compte pas ce match-là, mais on voit la marge qu'il y a quand même, et donc on sait que la marge là, ce sera pas la même contre le CSME, et là on aura besoin de Sarah Bouktit à 100%, et elle sera forcément du voyage. C'est sûr que les matchs importants arrivent et Claire, justement, on peut s'appuyer aussi quand même sur des cadres du vestiaire qui tiennent plutôt bien la boutique. J'ai noté quand même la prestation de Chloé Valentini qui est, mine de rien, revenue depuis janvier. On avait des incertitudes fois 1000 pour savoir comment elle allait revenir. Elle est particulièrement convaincante dans ce genre de match. Et puis, contre Besançon, c'est aussi Léna Granvaux qui l'a accompagnée dans le rôle de meilleure buteuse. 6 buts chacune avec 30 minutes de jeu. Ça va, c'est tranquille pour les joueuses et pour ces cadres. Oui, moi ça me fait penser à ce que disait Léna après le match perdu contre Brest au match aller qui était juste là, qui disait que justement Manu pouvait peut-être pas se permettre selon elle de faire encore assez de rotation puisque peut-être que les cadres ne donnaient peut-être pas encore assez de sécurité ou en tout cas ne permettaient pas d'avoir tout de suite un écart très conséquent. Là, ce qu'on voit quand même sur tous les derniers matchs, c'est que finalement il n'y a plus d'hésitation, les enchaînements de matchs fonctionnent très bien, les stratégies marchent très bien, tout le monde est vraiment... je trouve que ça roule en fait, je trouve que tout le monde a une intensité très, très élevée et je trouve vraiment que les enchaînements, les stratégies de jeu, je n'arrive pas à trouver le bon terme, finalement, on voit à quel point il y a un gap qui a été passé depuis le début de saison, ce qui permet du coup de reposer après les titulaire, entre guillemets, et puis de donner du temps de jeu à tout le monde. Donc je trouve que c'est aussi hyper positif par rapport à la progression de l'équipe entière par rapport au mois de janvier. Lilou, il y a une joueuse que je n'ai pas citée à dessein dans les absences, c'est Petra Vamoš, qui est absente depuis quelques semaines désormais. Ça t'a permis à toi aussi de récupérer un peu de temps de jeu, de rentrer un peu plus dans certaines rotations. On lui souhaite bien sûr de se remettre le mieux possible et ça a l'air d'être en plutôt bon chemin si vous l'avez peut-être aperçu sur les images de l'entraînement ouvert aux partenaires. Mais toi, ça te permet de rentrer un petit peu plus aussi dans l'effectif sur ces matchs comme ça. Ça donne du temps de jeu et de la confiance ? Oui, après je dirais pas que c'est parce que Petra elle est pas là, parce que finalement j'ai aussi eu du temps de jeu quand elle était là également. Mais c'est plus facile à 3-4, c'est ça que je veux dire. Exactement, mais je suis complètement d'accord, c'est plus facile. Après c'est vrai qu'en fonction des performances aussi de la base arrière, on peut toutes les trois jouer avec Léna, que ce soit à gauche ou à droite. Finalement Bechaide n'est pas là pour l'instant et Grace peut jouer à gauche, on a de la chance, mais finalement si les deux ne font pas un bon match, qui va y aller, finalement nous on est potentiellement capable de pouvoir y aller. Mais Petra est en train de revenir, donc je suis juste trop contente. Son absence a manqué aussi, même si on a réussi à faire des résultats, ça reste une chose importante de l'équipe. Et tout le monde est en train de revenir petit à petit et on est bien là. J'ai l'impression que les timings sont parfaits sur les petits bobos à droite à gauche. J'ai l'impression que tout le monde est en train de les régler tranquillement jusqu'aux échéances importantes. On a une progression parfaite de deux joueuses qui sont des joueuses cadres et qui peuvent devenir essentielles. C'est Chloé Valentini, dont on ne savait pas quand elle allait revenir, quand elle allait atteindre son pic de forme. On est de plus en plus rassuré quand même de ce qu'elle montre. Et Graza Ali, dont on ne savait pas forcément comment elle allait s'intégrer, pas au contexte médecin parce que je le connais par cœur, mais à cette équipe. Son match, moi je l'ai trouvé génial contre Brest. Une belle victoire, malheureusement pas suffisante. Et on se doute qu'elle sera largement au top pour le Final Four. Donc ces matchs, ces petites transitions sont importantes pour ces joueuses-là aussi. Et puis la richesse de l'effectif. Moi je me faisais la réflexion par rapport à d'autres années, même au Final Four. On avait un set de base extrêmement fort, mais peut-être un set en arrière peut-être un peu moins élevé, entre guillemets. Alors que là, je trouve que, sincèrement, aller dire qui est le set de base actuellement, par exemple, Lilou était titulaire lors du match de quart aller contre FTC, si elle ne s'était pas blessée. On en reparle vraiment de ça. Parce qu'elle était titulaire, mais elle n'est pas restée longtemps. Oui, non, bien sûr, mais justement, si elle ne s'était pas blessée, je veux dire, celle qui était sur le terrain, donc ça montre bien à quel point, en fait, il n'y a pas vraiment, grosso modo, de titulaire, en fait. Donc ça, je trouve que c'est hyper chouette d'avoir une telle richesse et profondeur de banc. Ouais, j'imagine que Manu, au moment de faire ses choix de titulaire, il est quand même assez... il y a une prééminence cette année de savoir qui va pouvoir démarrer. C'est une excellente chose, surtout en vue des enjeux qui arrivent. On ne va pas rester plus longtemps sur le match de Besançon, parce que on n'a pas grand-chose de plus à dire.
Par contre, je vous propose d'ouvrir un tout petit peu plus vers le reste du championnat. Cette semaine, j'ai noté 2-3 autres événements marquants et j'imagine, Claire, que tu avais un œil dessus puisqu'il y avait Chambray qui recevait Brest au Futuroscope. Gros dispositif, grosse ambiance et en première mi-temps, on a cru aussi à une grosse surprise puisque Brest était mené de 4 buts au moment de prendre la pause. Oui, elles étaient même menées de -6. 6-0, je crois. Elles ont eu un 6-0 exactement, donc bien sûr qu'on veut toujours y croire. Je veux dire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir en fait. Donc, et elles ont eu quand même du mal à remonter. Jusqu'à la 45e, ça restait quand même assez... On peut noter Florian André qui a fait un sacré boulot quand même pour remettre Brest dans le droit chemin. C'est ça qui les sauve quand même en partie. Raphaël Tervel parle aussi de leur défense 1-5 avec Annika Lotte qui les a en défense avancée, qui les a bien aidés. Le match avant, à domicile chez elles ont eu du mal aussi. À la mi-temps, elles étaient menées également d'un but. Donc, elles jouent quand même un peu à se faire peur actuellement. Donc, bon, voilà. Elles jouent contre Paris 92, là, donc, ce soir. Donc, peut-être qu'on va encore rêver à une surprise. Mais bon, très sincèrement, j'ai du mal à voir cette équipe de Brest dérailler. Le championnat de France leur semble quand même pas mal acquis. Je voudrais dire un mot aussi sur la grande remontée de la JDA Dijon, qui est en train de faire une bonne série. Elles ont eu toutes les peines du monde à tenir sur les 3 compétitions pendant toute la saison. C'est vrai que c'est compliqué quand on a un effectif qui n'est pas non plus pléthorique, de jouer à la fois sur la Coupe de France, de jouer sur le championnat et de jouer sur l'European League. Elles se sont qualifiées en finale de Coupe de France, elles sont qualifiées pour le Final Four de l'European League. Maintenant, elles peuvent remonter un petit peu en championnat pour se sécuriser. Et la stat est la suivante. Elles ont fait 5 victoires sur les 6 derniers matchs. Leur seule défaite, Rémi, c'est contre Metz. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce retour en force de Dijon, juste avant leur Final Four ? Je trouve que j'ai été sévère avec eux après la défaite contre Metz parce que j'en attendais mieux. J'attendais pas un tel écart entre les deux. Mais je trouve que... comment dire, le potentiel de t'offrir du kiff quand tu n'es pas à Metz et Brest, c'est très compliqué. Et je trouve que ce qu'arrive à faire le club de Dijon, c'est tout bonnement le maximum de ce qu'elles peuvent faire. Parce que la Coupe de France, elles ont utilisé la petite fenêtre qui fait que Metz et Brest se sont affrontés tôt. Alors il y a la chance du tirage pour elles aussi de ne pas avoir affronté, mais elles ont potentiellement une chance de remporter ce titre. Sur un match, on ne sait jamais. Si bon, on va pas se cacher derrière le statut de favori de Metz Handball. Et ce qu'elles font en Coupe d'Europe, c'est pas le coup d'une année, quoi. Enfin, ça fait 2 années maintenant qu'elle performe dans cette Coupe d'Europe-là. C'est pas rien. Il faut se souvenir d'un temps où c'est Besançon qui gagnait la Coupe des Coupes en 2003. C'est Metz Handball qui faisait une finale de Coupe EHF en 2014. C'est-à-dire que c'était les clubs leaders du championnat à ce moment-là. Metz et Besançon, c'était les leaders dans les années 2000. Et puis Metz Handball était déjà leader en 2014. Ça fait 30 ans. Mais maintenant... ce sont les clubs de seconde zone, je ne veux pas être méchant quand je dis seconde zone, qui brillent dans les petites coupes d'Europe. Alors, volontairement, on parlera de Challenge Cup, mais je mets quand même ça le step d'en dessous. Manu m'en voudra pas, il l'a gagné avec Mios, Nîmes aussi l'a gagné, Le Havre aussi l'a gagné. Mais là, c'était quand même bien en deçà. Ça s'est beaucoup structuré depuis aussi. Là, la Coupe d'Europe que joue Dijon, c'est pas rien. Ils vont affronter potentiellement Viborg en finale. Voilà, Viborg, c'est un énorme nom de l'histoire du handball féminin. Alors, c'est pas aussi luxueux qu'avant, mais ça compte quand même. Donc, la saison de Dijon est remarquable, si on enlève les matchs qu'elles font contre Metz, parce qu'elles n'ont visiblement pas la recette. Mais voilà, vu le potentiel où il est compliqué de se faire une place dans le monde du handball féminin français quand tu n'es pas ni Brest ni Metz, eh ben, Dijon, ce qu'elles font, c'est remarquable. Et on le souhaite évidemment tout le bonheur dans cette Coupe d'Europe. Médaillée de bronze l'année dernière. Ouais. En plus, elles reçoivent, elles vont faire une immense fête. à la maison, là, ouais. Faire un Final Four à domicile. On aimerait bien, bon, on n'a pas la salle, mais voilà, c'est génial et j'espère qu'elles iront au bout. Justement, Lilou, je pense que tu dois connaître quelques joueuses dans cette équipe de Dijon. Tu les vois réussir le coup et aller à minima en finale et réaliser un grand truc à la maison ? Oui, complètement. C'est vrai que j'en connais un peu plus maintenant qu'en équipe de France. Notamment en équipe de France. J'ai croisé Claire, etc. Et c'est toutes débattantes et je pense qu'elles ont toutes à cœur de bien jouer chez elles et elles ont toutes en plus les ressources pour pouvoir aller le plus loin possible. Donc moi, je crois en elles. Je pense qu'elles peuvent aller loin et j'espère qu'elles iront loin. Franchement, j'ai hâte de voir ça personnellement ce week-end. Donc il y avait un match contre Esztergom pour commencer, et puis en face c'est Viborg contre Thuringer tenant du titre. Donc c'est aussi un truc c'est pas simple, assez fort qui va se passer du côté de Dijon, et c'est génial pour le handball français en vérité. Donc moi j'ai envie de souhaiter tout le meilleur à cette équipe guidée par Clément Alcacer, qui lui aussi a laissé une trace assez positive quand il est passé à Metz Handball. Clément, donc on espère tous, je pense, dans le handball français que Dijon fasse une grosse performance. Et je le disais justement, elles vont jouer contre Esztergom. Esztergom, c'est l'équipe des Majac.
qui disait cette semaine à En News à quel point elle est heureuse d'avoir rebondi dans cette équipe hongroise. Elle a plus de temps de jeu, elle joue dans un nouveau championnat, elle a des responsabilités, ça lui a ouvert la porte de l'équipe de France de nouveau. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Claire, ce nouveau parcours d'Emma Jacques? Je crois qu'on est tous heureux qu'elle ait rebondi de cette façon. Elle disait qu'elle hésitait du fait de partir en France, à l'étranger, que c'est en partie sa maman qu'on connaît bien à Metz, du coup, qui l'a aussi conseillé d'aller dans ce club-là. Elle disait qu'au départ, c'était pas forcément évident parce qu'elle parlait pas complètement la langue. Elle l'avait déjà entendu puisque sa maman lui parlait hongrois quand elle était petite, mais qu'elle a dû quand même s'adapter à ça. Elle a vraiment rebondi. Déjà à Metz, on voyait qu'elle avait plein de potentiel. Elle n'a peut-être pas forcément pu l'exprimer comme elle le souhaitait. C'est chouette vraiment de la voir s'épanouir aussi. Je crois qu'il y a la notion de plaisir aussi, où on sent qu'elle est peut-être encore plus à l'aise et qu'elle prend beaucoup de plaisir et qu'elle reprend aussi beaucoup de confiance en jouant là-bas. Elle se débrouille très bien dans un championnat qui est quand même assez relevé, on ne va pas se mentir, donc c'est une excellente chose pour elle. Malgré tout, désolé Emma, on va quand même encourager Dijon sur ce coup-là. Mais on va surveiller en tout cas tout ça, on en reparlera un petit peu la semaine prochaine de ce Final Four de l'European League, parce que c'est quand même un bel événement qui se déroule sur le territoire français, mais pour le moment, on va prendre un temps mort, on va parler de nos peurs. La semaine dernière, Thierry Wazman participait à un événement un petit peu particulier, le TEDx Rive de Moselle. Le concept est simple, rentrer sur scène et raconter une histoire de vie. Le président de Metz Handball y a évoqué la peur qui l'accompagne dans tout. On va regarder un extrait, je vous annonce tout de suite, la prise de parole initiale dure 15 minutes, donc j'ai coupé beaucoup de choses sur le parcours de médecin, certaines sur le rôle de président, mais j'espère que vous allez comprendre le propos malgré tout. On en discute après, regardez. La peur m'accompagne tout le temps, je suis un trouillard. N'empêche pas peut-être de réussir, mais c'est comme ça. Alors c'est ma compagne depuis des années, dans divers projets que je vous raconterai. Ça n'a pas trop mal réussi, mais c'est quand même un contre-courant, parce qu'aujourd'hui, tout le monde vous explique comment faire pour ne pas avoir peur. Avant le TEDx, là, on avait tous la trouille. On nous a proposé de la sophrologie, tout un tas de trucs, en disant vous verrez, vous aurez moins peur, ça va aller. Chacun ses méthodes. Moi, je respecte la peur, elle m'accompagne. Et je pense qu'elle est indispensable. On est passé d'1,5 million à 5 millions d'euros de budget, de 10 partenaires à peu près 200 partenaires. On a gagné 27 titres de champion de France. On est le club le plus titré de France, garçons et filles confondus, devant le Stade Toulousain en rugby. Et le club avance merveilleusement avec une équipe de dirigeants qui fait le maximum. Mais pour lequel j'ai toujours peur. Je vais vous donner un exemple. Il y a peu de temps, on a notre meilleur pivot, Sarah Bouktit, qui va partir à l'étranger, qui nous dit qu'elle s'en va. Il faut recruter un autre pivot. On jette notre dévolu sur une autre joueuse, presque de son niveau, un peu moins, et je lui propose la moitié du salaire de ce qu'elle gagne à l'étranger dans un club de l'Est. Malheureusement, la fille, elle dit oui. Eh bien, j'ai dit non. C'est moi qui avais fait la proposition. J'ai dit non parce que j'ai eu peur, si j'avais jamais donné ce salaire-là, j'ai eu peur que ce salaire-là étant supérieur à celui des autres filles, si un jour celle-là passe au travers, les autres filles vont me dire « Attends, moi je gagne moins et je fais gagner l'équipe, elle gagne plus, etc. » Donc c'est tout le temps comme ça. Et a priori, ça marche pas trop mal puisqu'on a assuré une pérennité. On est le plus ancien club de première division maintenant. On est le club le plus titré. Je suis le plus ancien, j'allais dire le plus ancien président de club maintenant en activité, peut-être un des plus vieux aussi. Donc ça se passe pas trop mal avec ce compagnon de route, peut-être ringard, de cette peur, et encore une fois de cet engagement à chaque fois avec la peur, qui constitue un frein, mais finalement un frein bienveillant et qui me fait à chaque fois réfléchir beaucoup plus que si j'y allais la fleur au fusil. Alors vous devez dire, la vie de ce type-là, elle doit être épouvantable, il a la trouille tout le temps. Pas tant que ça, parce que comme j'ai la trouille, je répète, bon, aujourd'hui le TEDx, je m'applique, machin, etc. Et je me sens un tout petit peu plus sûr de moi dans mes décisions parce que j'ai eu tellement peur que ça a mis du temps. Donc finalement, mon message, c'est n'ayez pas peur d'avoir peur. Et le jour où j'aurais plus peur, c'est pas que je serais devenu plus courageux, je le serai jamais. C'est probablement que j'aurais perdu le sens des réalités. N'ayons pas peur d'avoir peur. Ça, c'est une belle phrase, c'est bien tourné, c'est bien trouvé. Lilou, pour ouvrir cette séquence, qu'est-ce que ça fait de voir Thierry dans ce rôle un peu de seul en scène, en train de raconter des histoires de vie? Ça fait bizarre. C'est vrai que j'ai plus l'impression qu'il est dans un truc humoristique, connaissant Thierry. C'est un truc de peur. Voilà, c'est ça, exactement. Après, c'est vrai que Thierry se cache jamais de ses peurs et
il nous en fait même part à nous et finalement, nous, on est en accord avec ça. On a tout le temps peur aussi et finalement, la peur, elle est un peu dans chaque personne et je le rejoins sur le fait que c'est pas parce qu'on a peur que c'est humiliant ou que c'est négatif. Oui, là, en l'occurrence, il ne parle pas de la peur bloquante, celle qui empêche de faire des choses. Il parle surtout de la peur qui permet aussi de prendre les décisions en âme et conscience. Toi, Claire, est-ce que tu as des peurs ? Mais je crois qu'on a tous des peurs et à partir du moment où on est en vie et à partir du moment où on a quelque chose à perdre, on a des peurs. Après, la question, c'est comment peut-être les dépasser. Est-ce que la peur peut être bonne ou mauvaise conseillère ? Et Nelson Mandela qui disait que justement être courageux, ce n'est pas ne pas avoir peur, c'est vaincre ses peurs. Donc finalement, je pense que ça permet... avoir peur, c'est avoir conscience peut-être d'une certaine forme de réalité, de certains risques et de savoir comment prendre des décisions peut-être éclairées en fonction de ça. Mais je pense que plus on connaît soi-même ses propres peurs, plus ça nous permet peut-être d'avancer et d'évoluer. Si on m'avait dit qu'on citerait du Nelson Mandela sur le plateau de Dragon Max cette saison, je ne l'aurais pas forcément cru, mais c'est toujours ça de prix. Rémi, qu'est-ce que tu penses de Thierry dans cet exercice un petit peu du seul en scène face à un public en train de raconter ses peurs ? Il se débrouille bien, non ? Ouais, alors je ne vais pas faire de psychologie, même si je pense que je le connais pas mal. Et je vais surtout parler de handball et de l'histoire de Metz Handball. Sa prise de pouvoir à Metz Handball se fonde sur une immense peur, celle de voir le club disparaître en 2005. Ouais. Donc déjà, c'est le début de l'histoire. Donc je pense que aussi Thierry Weissman se félicite très souvent, et il a raison. Alors là, il parle d'une pivot qui serait venue à Metz pour un salaire 2 fois moindre qu'elle ne... Il entretient le mystère. Alors, on cherche toujours qui c'est, on ne trouve pas le nom, mais peu importe. Ce que je veux développer, c'est qu'il se félicite toujours de dire que lorsqu'une joueuse signe à Metz, elle est sûre de percevoir son salaire à la fin du mois. Parce que ça se fonde aussi sur une peur, c'est-à-dire que on en connaît des joueuses qui sont parties de Metz Handball, des internationales françaises qui sont allées dans des clubs plus ou moins exotiques avec des projets plus ou moins ambitieux, qui se sont cassés la gueule et financièrement ça l'a pas fait. Cette sécurité du salaire, ça se fonde aussi sur une peur. Et je pense que c'est cette gestion de Metz Handball, c'est de ne pas aller trop loin, de ne pas prendre cette joueuse qui pourrait déséquilibrer potentiellement les comptes. Si en plus sportivement elle ne répondrait pas aux attentes qui lui seraient conférées, cette peur, c'est aussi celle d'aller directement voir les médias lorsque plane l'ombre d'un tournoi de challenger de tennis dans les arènes de Metz. Je pense qu'il a peur pour la sûreté, pour l'avenir de son club. Et ça, alors c'est pas de la psychologie, mais c'est une réalité. C'est parce que lorsqu'il a pris les rênes du club... Et ça trouve le fondement dans sa prise de je pense que c'est ça. Le club de Metz Handball aurait... Enfin, ça s'appelait pas Metz Handball à l'époque, mais aurait dû disparaître. Parce qu'il y avait une dette abyssale, je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais il l'évoque dans la version en parler. Il y a vidéo que je ne pouvais pas vite diffuser. Il raconte qu'il y avait 1,4 million de déficit sur 1,5 million de budget. Il y a des supporters qui ont dû mettre dedans, il y a des joueuses qui sont venues limite sans être payées, je pense à Sonia Sandier, il y a des joueuses qui sont venues pour gagner beaucoup moins, qui ont réussi, alors premièrement, à sauver le club, deuxièmement, à être championne de France. Voilà, donc ça se fonde sur ça, le début de l'histoire de Metz Handball et de Thierry Weissman, en tant que président, parce que ça faisait longtemps qu'il faisait partie du club. Donc moi, c'est comme ça que je lis son discours, en tout cas. En tout cas, cette peur, elle était plutôt bonne conseillère jusqu'à maintenant, parce que le club vogue plutôt en sécurité depuis pas mal d'années. Moi, je reviens sur cette histoire de pivot là, qui avait dit oui, et puis finalement... Il faut trouver qui c'est. T'as pas une petite info à nous donner, là ? Je n'ai aucune info. Vraiment, je n'en ai je pense que même si tu l'avais, si tu nous la donnais, je pense qu'on mettrait dans le bon. Je veux pas te faire peur, mais voilà. En tout cas, on n'aura pas forcément la réponse à ce mystère-là, mais on va continuer à enquêter. C'est vrai que Metz Handball qui a failli recruter une grande pivot qui coûte cher, moi, ça me titille un petit peu. On va continuer à chercher. Je vous propose qu'on retourne plus simplement, avec un petit peu moins de peur d'ailleurs, vers les terrains. C'est la suite de notre séquence. Et on va s'atteler justement à notre prochain match, celui qui attend les Dragons de Metz Handball ce week-end. C'est en Ligue Butagaz Énergie. On va dire les termes, c'est pas forcément le plus sexy de l'année. L'écart au classement est énorme et pourtant, c'est un point de passage obligatoire. Et le prendre à la légère, ce serait peut-être prendre le risque de faire dérailler la machine. Et puis, on va se dire les choses. Comptez sur moi pour vous survendre la rencontre parce que la Stella Saint-Maur qui fait le déplacement à Metz Handball, c'est un match qu'on va avoir le plaisir de diffuser sur Moselle TV ce samedi. Ça va être un match formidable. On a vraiment de la chance de pouvoir vous le montrer, de le diffuser. Ce sera à partir de 17h55 et vous allez voir, ça va être le top du top. Non, j'en fais peut-être pas un peu trop, mais ça va être un super match. Je vous propose qu'on en discute un petit peu. Rémi, qu'est-ce qui t'évoque tout simplement ce match contre la Stella Saint-Maur entre deuxième du classement, il faut le dire quand même pour Metz Handball, et puis une équipe qui est en bas de tableau? Bon, on n'a pas le droit d'avoir peur. Si on reprend sur la thématique du match d'avant, je vous parle toujours d'assumer son statut.
Moi, j'ai pas peur, je suis pas inquiet. Je sais que ce match sera pris avec sérieux. Maintenant, la position de Messandbal n'est pas plus confortable parce que tu as quand même vilipendé une grande partie des chances d'être champion de France, malgré le match héroïque qu'elles ont fait en recevant Brest. Voilà, mais il y a quand même un gap d'écart entre, qu'il soit technique, physique, de densité. Donc aujourd'hui, dire que ce match est une évidence, je ne le dirais pas parce que ce serait le prendre par-dessus la jambe, mais dire qu'en le prenant avec sérieux, tu vas t'offrir un large succès, c'est ma conviction et je suis persuadé que c'est ce qui va se passer ce samedi. On peut le rappeler, c'est une des dernières chances aussi de célébrer avec les Dragons aux arènes, puisque c'est l'avant-dernier match à domicile de toute la saison. Alors certes, il y en a beaucoup qui vont se déplacer pour la Coupe de France, il y en a beaucoup qui vont se déplacer pour le Final Four, mais une avant-dernière chance de célébrer aux arènes, c'est quand même plutôt pas mal. Lilou, je me tourne vers toi. Tu t'es déjà retrouvé finalement dans la peau de cette joueuse d'une équipe de deuxième partie de tableau qui vient jouer un match aux arènes de Metz ou chez un autre gros du championnat. Comment est-ce qu'on les aborde ces matchs-là? C'est des rencontres particulières finalement dans une saison? Oui, c'est sûr, surtout sur la fin de saison où on sait que finalement on joue sa place pour le maintien. Ce genre d'équipe, elles n'ont rien à perdre. Finalement, elles viennent pour montrer ce qu'elles savent faire et elles sont là pour donner le meilleur d'elles-mêmes. Nous, l'année dernière avec Mérignac, on vient, à la mi-temps, on fait 11-11, on ne sait pas comment. Et finalement, après, forcément, Metz déroule. Et finalement, quand on vient, on ne se dit pas qu'on va les battre, mais en fait, on se dit qu'on travaille aussi pour notre fin de saison, pour donner le meilleur de nous-mêmes. Et je pense que c'est dans cette optique-là qu'elles vont arriver. Et nous aussi, on est dans l'optique du titre. On ne sait pas ce que peut faire Brest. C'est possible encore. Exactement. Et du coup, on a chacune nos objectifs. Et finalement, on va chacune donner le meilleur de nous-mêmes. C'est le plus important. Et puis la Stella est à peu près assurée, je crois, de son maintien. Maintenant, c'est aussi écrire une belle page de l'histoire. Claire, justement, c'est une équipe qui était championne de D2 en 2023. Aujourd'hui, elle se bat pour se structurer et rester dans l'élite et continuer à avancer. C'est une équipe qui a quand même des choses à défendre. Oui, je crois qu'elles peuvent justement consolider leur place de barragiste. Donc, elles ont des choses encore à prouver, entre guillemets. Enfin, je pense que de toute façon, comme le disait Lilou, à partir du moment où on vient à Metz ou elles vont à Brest, elles vont avoir envie de toute façon de tout donner parce que pour le coup, elles n'ont rien à perdre. Donc, ça permettrait aussi rien que de bien jouer, de montrer des belles choses, un bon fond de jeu. Enfin, c'est quelque chose qui peut être important pour elles. Et je trouve que pour Metz, on parlait aussi de dynamique. Nous, on va jouer, pour le coup, pour reparler du Final Four, le Chesemi qui en 2 mois, je crois qu'il n'avait plus que 3 matchs à jouer contre les 3 derniers du classement. Enfin, c'est vrai que c'est pas très dense chez certaines équipes du Final Four. Ouais. Nous, ça nous permet au moins de rester en rythme, de rester actif, de tester des choses et avec du coup un adversaire qui a encore quelque chose à jouer. Donc il y a une confrontation. Bien sûr que c'est pas du tout la même intensité, mais au moins ça permet quand même de rester en mode travail et en mode rouleau compresseur, j'ai envie de dire. Ouais, je reviens vers toi, Lilou, à ce sujet. On a le sentiment que Metz Handball, on est beaucoup à partager ça, que c'est une équipe qui a besoin de jouer plus, d'être vraiment dans une dynamique de jeu et de match, plus que de revenir de périodes un petit peu de calme. Le repos, ça vous réussit pas forcément? C'est vrai qu'on a... Si tant est qu'il y ait du repos à Metz Handball, je vais pas... non, mais c'est sûr que je pense qu'on est toutes des travailleuses et finalement, quand on a un peu un temps calme, nous, ça ne nous correspond pas. Finalement, on arrive à se tester aussi sur les matchs parce que les entraînements, c'est bien, mais on se connaît presque par cœur dans l'équipe. Donc finalement, est-ce que ce qu'on produit en match, c'est ce qu'on produit à l'entraînement? On ne sait pas. Et d'avoir des matchs souvent et réguliers, c'est vrai que ça nous permet aussi de savoir où on en est actuellement. Et je trouve ça bien. C'est vrai qu'on n'aime pas trop le repos ici, entre guillemets. On préfère les matchs et c'est ce qu'on a, donc tant mieux. C'est plutôt pas mal. Rémi, je me tourne vers toi. Tu es un peu notre historien de la boutique. J'ai envie de te parler de Déborah Podar, qui est dans cette équipe de la Stella Saint-Maur. C'est une joueuse qu'on a connue à Metz Handball. Elle a été formée ici avant d'être prêtée et puis de prendre son envol aussi. Qu'est-ce qu'elle t'évoque, cette joueuse? L'excellence de la formation messine. Parce que je me souviens que lorsqu'elle a démarré... je l'ai dit juste avant cette émission, quand on en discutait, je la voyais encore au-dessus de la belle carrière qu'elle a fait. C'est-à-dire que je la voyais vraiment dans le top européen lorsqu'elle a débuté, parce qu'elle avait de grosses qualités et beaucoup de culot. Et, elle est partie prêtée. J'aurais bien aimé la voir revenir à Metz pour qu'elle se développe. Après, elle a fait... une excellente carrière. Elle a fait des belles campagnes d'European League, notamment avec Nantes. Et je te parle de l'excellence de la formation parce que, on en a déjà parlé 1000 fois sur ce plateau, mais on a les joueuses qui performent à Metz, comme Sarah Bouktit, et qui
voilà, qui sont, grâce à Adi, les sœurs Canor, etc., qui passent du centre de formation, qui deviennent des joueuses cadres de l'équipe. Mais on a toutes ces joueuses aussi qui deviennent d'excellentes joueuses de handball dans d'autres clubs. Et c'est ça aussi la force de ce centre de formation, c'est de former des joueuses voilà, qui vivent du handball, qui font de grosses carrières. Et les Borac Podar représentent absolument cette filière d'excellence. Et dans la même veine, j'ai aussi envie de citer Mélissa Maurice, qui est passée par la formation de Metz Handball, qui a su percer en passant par la D2 parfois. On sort de centre de formation, il ne passe pas forcément pour aller en D1 tout de suite. Et puis là, qui vient de prolonger avec la Stella Saint-Maur, qui s'inscrit aussi dans la durée avec ce club-là, et qui a des choses à proposer. On la verra à l'œuvre ce samedi, je le rappelle, ce match qu'on aura le plaisir de diffuser sur Moselle TV, samedi à partir de 17h55. Et je partagerai la cabine de commentaires avec mon ami Aymeric Guillaume. D'ailleurs, il ne fait plus l'actu des réseaux, Aymeric Guillaume. Et l'actu des réseaux en début, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui me le demandent, mais en ce moment, les joueuses, elles ne postent pas assez de choses sur leur réseau. Ça manque de story, Lilou. Envoie-moi un peu de contenu. Bien sûr. On va faire revenir l'actu des réseaux assez rapidement. C'est vrai qu'il s'ennuie, notre ami Aymeric. Allez, je vous propose qu'on profite des dernières minutes de l'émission pour délivrer quelques jets de 7 mètres. Et Lilou, cette partie des jets de 7 mètres, elle t'est principalement consacrée. On va te poser pas mal de questions. Et j'ai envie de revenir justement sur un constat que j'avais fait en tout début d'émission. Tu es venu assez tôt dans la saison, au mois de novembre. Tu étais encore dans une forme de découverte ou d'acclimatation avec Metz Handball. Là, 6 mois plus tard, qu'est-ce qui a changé pour toi ? Je dirais que moi, j'ai changé. Je ne suis plus la fille que j'étais en novembre. Et c'est vrai que les filles m'ont beaucoup aidée à ça. Manu aussi, finalement tout le staff. Ne serait-ce que physiquement, je suis plus la même personne. Quand je suis arrivée, j'avais pas de capacité physique, j'avais rien encore. Et là, c'est vrai que ça va beaucoup mieux. Même dans l'équipe, j'ai beaucoup plus de temps de jeu que j'en avais en novembre et j'arrive beaucoup plus à m'exprimer. Donc je dirais que vraiment tout a changé et tout a changé en positif. Dans une interview au Républicain Lorrain, tu as dit que tu avais trouvé ton jeu, je cite. C'est quand même pas mal, ça, de se dire une première saison à Metz Handball et on a le sentiment d'avoir trouvé son jeu. C'est un sacré step finalement dans une carrière. Oui, c'est sûr. On m'avait prévenu qu'ici c'était compliqué, que ça prenait presque une année, voire plus. Et c'est vrai que j'ai réussi à le retrouver finalement en quelques mois. Après, j'ai aussi eu des responsabilités sur des matchs où je ne pensais pas en avoir. Et finalement, de voir que mon jeu suffit, entre guillemets, ça m'a aussi donné confiance. Et à l'entraînement, ça se passait beaucoup mieux. Et j'ai réussi à vraiment me retrouver, quoi. C'est important finalement de trouver un équilibre dans un nouveau club, loin de chez soi, parce que finalement c'est un peu à l'opposé de la carte de France comme ça, donc ça peut prendre un petit peu de temps. On voit quelques images de séquences en match, ça a l'air de plutôt bien se passer quand même. C'est bien que tu aies cette lecture positive de la première année, parce que j'ai souvenir de Chloé Valentini et Léna Granvaux, toutes deux, qui avaient une vision très sévère de leur première année à Metz Handball, que je trouvais trop sévère, moi, parce que je trouvais qu'elles avaient largement performé la première année. Et c'est bien que toi, tu arrives à avoir cette version positive en disant que tu trouves ton jeu, que tu t'adaptes à cette équipe et que tu as certainement le potentiel pour donner le maximum de ton potentiel justement sur la seconde année et ne pas avoir ça comme un échec. Parce que moi, j'avais été choqué des discours de Chloé et de Léna. Mais qu'est-ce que vous vouliez faire de plus ? Parce que c'est déjà un challenge énorme de s'adapter et de devenir une joueuse de Metz Handball. Oui, c'est sûr. C'est exactement ça. Finalement, quand on arrive, on veut directement avoir son jeu. Et je connais Léna et je connais Chloé pour savoir qu'elles sont exigeantes envers elles-mêmes. Et du coup, je peux les comprendre et je peux aussi savoir que j'ai la capacité de me dire que j'arrive de loin, j'arrive d'un club finalement bas et d'arriver directement sur le haut du tableau. Je ne m'attendais déjà pas à avoir autant de temps de jeu en une année. Et finalement, de voir que tout arrive un peu à dérouler, j'arrive aussi à me dire du coup que la progression, elle est là, quoi. Claire, une question pour Lilou ? Oui, si on reparle justement de ton jeu que tu as trouvé, comment est-ce que tu décrirais toi ton style de jeu en tant que demi-centre et par rapport peut-être au style de jeu de Léna et de Petra, comment est-ce que vous pouvez être complémentaires tous les trois et comment toi justement tu te définis par rapport à ça ? C'est vrai que Léna et Petra sont des joueuses rapides. Je ne dirais pas que ma qualité première c'est la rapidité, c'est vrai que j'aime bien prendre le temps, j'aime bien voir où je fais la passe, et finalement, c'est ce que je n'avais pas au début de l'année et c'est ce qui faisait que je perdais des ballons, que finalement, quand j'étais sur le terrain, j'avais plus l'impression d'être un boulet, entre guillemets, que d'être une joueuse. Et je pense qu'on arrive à se compléter sur ça parce que Léna est rapide, Léna, elle a des 1 contre 1 qui sont bien, elle arrive à tirer de loin, Petra, elle a un super duel, elle arrive à bien jouer avec la pivot, etc. Et c'est vrai que je prends plus le temps, du coup, peut-être que des fois, je perdrais moins de ballons, entre guillemets, ou
où elles arriveront peut-être plus à marquer que moi j'arrive à marquer parce que finalement je lâche peut-être plus la balle du fait que je vais moins vite. Et voilà, je dirais. Lilou, j'ai 2 questions là qui s'offrent à moi. Je n'arrive pas à choisir laquelle te poser. J'en ai une qui est plus sur un aspect positif, l'autre sur un aspect plus négatif. Laquelle tu choisis? Le négatif. Le négatif? On l'a un petit peu effleuré tout à l'heure. C'est récent, c'est ce chaos que tu as subi à Ferencváros. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette expérience? C'est assez particulier comme situation. C'est assez rare aussi, mais on va quand même le dire dans le handball. Tu t'es retrouvée totalement inconsciente sur un terrain, dans un match en plus hyper important où tu dois avoir une sacrée pression. Comment tu as vécu ce moment? Je dirais que je l'ai vraiment mal vécu parce que finalement, je perds connaissance et je me réveille sur le terrain avec Thierry et Charles. J'ai un souvenir de Léna qui me crie dessus pendant que j'étais inconsciente et après, je ne me souviens pas de grand-chose. Et finalement, de se réveiller et d'avoir l'impression qu'on abandonne l'équipe, entre guillemets, elles étaient devant tout le match. Moi, j'étais dans le vestiaire en première mi-temps, je n'arrivais pas à suivre. Finalement, en deuxième temps, j'arrive à aller me rasseoir sur le banc, mais c'est vrai que j'étais là sans être là. Le bruit, la lumière, c'était pas très, très agréable. C'est vrai que j'ai déjà pris plusieurs KO dans ma mini-carrière, entre guillemets. Boxeuse ou handballeuse, en fait, finalement? Presque boxeuse. Donc, c'est pas quelque chose qui m'a effrayée. J'avais plus l'impression, du coup, d'abandonner l'équipe et c'est ça qui m'a le plus frustrée. C'est vrai qu'en termes d'émotion, ça doit être assez rude, finalement, parce que déjà, il y a le côté santé où on se dit, OK, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je fais là? Comme tu le dis, ces lumières, c'est ce bruit. En plus, c'est assez bruyant à l'Air d'Arena. Il pousse un petit peu. Puis derrière, tu dois reprendre l'avion pour rentrer à Metz dans la foulée. C'est quand même assez dur à vivre ce genre de moment. Ouais, ça n'a pas été facile. J'ai récupéré dans l'avion, mais c'est vrai que dans l'avion, c'est pas la meilleure récupération. Et j'avais aussi à cœur de vite revenir parce que finalement, moi, ce qui me plaît ici, c'est de jouer, d'être avec l'équipe. Tous les jours, je suis contente d'aller à l'entraînement parce que j'adore cette équipe. Et finalement, de ne pas y être, c'est plus frustrant qu'autre chose. Et je dirais que j'espère que ça n'arrivera plus jamais parce que je ne veux plus vivre ça. Tu as dit tout à l'heure que tu n'étais pas prête physiquement lorsque tu arrives à Metz Handball. On aurait tendance à penser que lorsque tu viens d'un club comme Mérignac et que tu arrives à Metz Handball, le principal défi, il est technique, il est tactique. Et en fait, il est quasiment physique. Il faut être prêt au combat. Et encore plus quand tu affrontes, on voit les batailles que sont les matchs contre Brest, contre Geur, contre le Tchessémé. Ce sera aussi une grosse bataille physique. Peut-être que le principal gap, il est physique. C'est sûr. En tout cas, pour moi, il était vraiment physique dans le sens où, quand je jouais avec Mérignac contre Metz, je sentais que mon cardio, il n'était pas là. Finalement, je ne le sentais pas contre les autres équipes parce que, Metz et les autres équipes, il y a quand même un cap. Et en arrivant ici, finalement, quand je me vois au début de l'année sur les vidéos, j'avais pas l'impression d'être comme ça, aussi énorme, entre guillemets, physiquement. Et c'est vrai que du coup, plus ma progression physique elle a été changée et plus je me suis sentie mieux sur le terrain, plus finalement je suis plus lucide dans mes prises de décision et moins fatiguée sur le terrain. Et finalement, je pense que tout passe aussi par le physique parce que moins on y est physiquement et moins on a de lucidité et de capacité à être bonne dans les choix, quoi. Justement, cette capacité physique, ce développement de ton jeu, il est assez important. On peut dire maintenant que tu es une professionnelle du handball dans tous ces aspects. J'aimerais que tu juges et que tu me donnes un conseil pour une jeune handballeuse, là, une jeune vidéo qui va passer derrière moi, que tu me donnes un petit peu un aspect tactique que tu pourrais améliorer. Que moi, je pourrais améliorer ? Ouais, vas-y, dis-moi, regarde la vidéo, tu vas voir et tu vas me dire ce que tu en penses. Là, au niveau de la qualité de dribble, qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est pas mal. Et quand il y en a une, il y a l'autre. Donc, oui, c'est sûr. Donc on peut le dire, c'est une vidéo de toi et d'Enola aussi quand vous étiez jeune à Mios. Qu'est-ce que tu penses de ce niveau de handball à l'époque ? Je pense qu'à ce moment-là, je ne savais pas que je finirais à Metz Handball en sachant dribbler. Non, c'est vrai que ça a changé. La coach qui était là, elle m'a accompagnée pendant des années. C'est grâce à elle aussi que j'en suis là. Et puis, du coup, dans cette salle, Manu, il s'entraînait avec les pros quand j'étais toute petite. Donc, plein de bons souvenirs. Et je savais déjà bien dribbler, on va dire. on va dire ça. C'est vrai que s'en est passé des choses dans cette salle de Mios, quand même, mine de rien. Claire, je reviens vers toi. Une autre question pour Lilou ? Oui, moi pareil, j'ai un peu une question 2 en 1 justement par rapport à ça. Je me demandais si toi, en tant que jeune handballeuse, est-ce que venir à Metz Handball, c'était déjà un rêve comme peut-être des jeunes footballeurs peuvent rêver du Paris Saint-Germain ou du Real Madrid ? Ou alors est-ce que pour toi, Metz Handball, c'était pas forcément Metz Handball, hein ? Je savais que Metz Handball, je le plaçais haut.
Après, c'était pas un rêve entre guillemets parce que j'ai pas de rêve dans le handball. J'en fais parce que je prends du plaisir et je suis venue aussi parce que le projet m'a donné envie et que je connaissais un peu les filles et que finalement je savais que le plaisir serait là. Et finalement, maintenant que j'y suis, je me dis que j'ai bien fait de venir et que si j'avais raté cette occasion, peut-être que je m'en serais voulu plus tard. Après, de me dire que c'était un rêve, peut-être pas, mais maintenant que je le vis, je sais que j'aurais regretté de ne pas être venue ici. Et est-ce que tu pourrais nous donner peut-être un peu ta dream team, c'est-à-dire les filles avec qui tu rêverais de jouer, que ce soit des filles, entre guillemets, qui ont joué dans le passé, dans le présent. Et je te donne un petit challenge, tu n'as pas le droit de dire ta sœur. Ok, pas de souci. Je dirais ma mère, même si j'ai déjà joué avec elle. C'est exceptionnel, ça, quand même. Ça n'arrive pas à tout le monde. C'est vrai, c'est vrai. Estelle Nzeminko. Grâce, même si du coup là j'ai eu l'occasion de jouer. La vie est bien faite. Voilà, exactement. Et après, j'aurais cité, je pense, les filles de mon équipe. Léna, je pense que nos jeux ils correspondent bien aussi quand on joue à côté. Laura Flip, de l'avoir connue en équipe de France et d'avoir joué avec elle, ça a été un pur bonheur. Laura Gloser. Orlan Canor, du coup j'ai eu la chance en équipe de France. Chloé, Lucie, pareil, je suis juste trop contente. Sarah, c'est juste génial. Anne-Emmanuelle Augustine aussi, parce que finalement je la connaissais pas en dehors de Metz et là de jouer avec elle, c'est une pivot avec qui j'adore jouer et avec qui j'adore être sur le terrain. Donc je dirais toute mon équipe de Metz, mais en rajoutant Estelle, Laura, Orlan et ma mère. C'est pas mal. Franchement, moi, je signe pour voir un match comme ça. Voilà. On peut peut-être organiser un truc, c'est pas mal. Je reviens sur un élément, justement. T'as interdit de mettre Enola dans ta Dream Team. C'est ce qu'elle avait déjà dit, dans une interview. Et en plus, elle a joué avec Enola en équipe de France. Donc, je me suis dit, on challenge un peu. C'est vrai. Justement, je voudrais revenir là-dessus. La dernière fois que tu es venu dans l'émission, on avait parlé des duels à venir face à Enola. Entre-temps, il y en a eu quelques-uns. Il y a eu la Coupe de France, notamment, et puis en championnat de France. Comment est-ce que tu les as vécus, ces rencontres? C'est particulier, non? C'était particulier. Le premier match à Brest, comme j'ai pas trop joué, j'ai pas trop eu l'occasion de l'avoir en face. Et finalement, au match ici, ça a été génial. Je l'avais pile en face de moi. À la fin du match, c'était du coup un peu plus compliqué pour elle parce qu'il y a eu la défaite. Et c'est vrai que moi j'ai cette image en tête au moment de la Coupe de France. À la fin du match, vous êtes en train de célébrer et elle est restée sur le côté. Je pense un mix d'émotions entre la fierté pour toi, la joie pour toi et puis la déception pour elle. C'est quand même dur. Oui, c'est ça. En fait, c'est dur. On n'a pas envie d'être contente et de sauter partout, mais en même temps, elle a cette capacité à me dire en fait, t'as bien joué, profite. Et finalement, je suis pareil avec elle. Et au final, quand on se retrouve toutes les deux, c'est juste, je suis contente pour toi parce que toi, t'as gagné, que toi, t'es heureuse, que je suis contente pour ton équipe, entre guillemets. Justement, j'ai encore un autre élément qui concerne Enola, comme ça après on tourne la page, on n'en parle plus. C'est cette image en équipe de France qui a eu lieu il y a quelques temps, qui a un petit peu fait le buzz d'ailleurs. C'est ce but que tu marques depuis le milieu de terrain. À la passe, c'est Enola. Sacré but, sacrée réalisation. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui te prend de tirer comme ça du milieu de terrain? Et en fait, ma sœur, elle me passe devant et j'entends qu'il reste 5 secondes. Donc je me dis, Enola, c'est une tireuse de loin, elle va y aller. Et puis elle passe devant moi et elle me dit, tiens la balle. Et du coup, j'entends tout le monde me dire, tire. Et finalement, moi, je voyais pas le temps et je me suis dit, quitte à tirer, je vais tirer, quoi. Mais alors, je pensais jamais que ça serait passé et je pensais jamais que ça ferait autant le buzz sur les réseaux. Donc, fallait faire contre Brest au retour, il restait 2 secondes. Voilà, exactement. Exactement. On ne donne pas la balle à ce moment-là. Ça a l'air simple, ça a l'air facile comme ça. Non, en tout cas, celui-là, il va rester dans ta highlight, mais toute ta vie. Je pense qu'on t'en reparlera encore très longtemps parce que c'est assez rare. On voit le chrono qui s'égrène et puis ce tir qui part et qui finit dans les filets. Franchement, bien joué. De quoi s'inscrire tranquillement en équipe de France comme ça. C'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on a encore une question à ma droite? Ouais, on en a plein, mais moi je trouve que ta génération, c'est compliqué en plus de venir à Metz Handball et de jouer en équipe de France parce que toutes celles qui ont joué les années qui précèdent ont tout gagné. Alors à Metz Handball, il reste à gagner avec des champions, tu me diras on peut faire mieux, mais en équipe de France, c'est compliqué, elles ont tout gagné juste avant vous. Comment on se met dans ce contexte-là? Est-ce qu'on n'a pas une pression énorme sur les épaules avec... pas le devoir, mais quasiment la responsabilité de faire aussi bien que celles qui ont précédé. Si, bien sûr. Je pense que du coup, on est toujours comparé, entre guillemets. Ouais. C'est vrai que quand avant, ça a été un peu la perfection. Quand on arrive après, nous, on a à cœur de bien faire, de bien représenter l'équipe de France. Et c'est vrai que, par exemple, sur les stages où il y a plein de cadres qui sont mis au repos, nous, on veut bien représenter, on veut bien les représenter.
Et il y a toujours cette petite pression de se dire est-ce que ça va suffire ? Est-ce que les gens vont se dire finalement qu'est-ce que ces filles elles font en équipe de France ou qu'est-ce que ces filles elles font dans cette équipe ? C'est vrai que moi personnellement la vie des gens ça m'impacte beaucoup et donc j'essaie de faire un peu abstraction des réseaux sociaux. C'est vrai que j'y suis pas trop entre guillemets parce que ça m'impacte, mais je pense qu'on a toujours cette pression de faire aussi bien que celles qui sont passées avant. Claire, une dernière question. J'ai une petite question par rapport au Final Four. Ça va être ton premier. Lors du dernier Dragon Mag, tu disais que pour toi, la dimension qui était la plus importante, c'était la dimension de plaisir et que pour toi, c'était important de montrer qu'on pouvait être sur le terrain et sourire. C'est d'ailleurs ce que Xenia pouvait dire aussi que quand elle jouait à Bietigheim et qu'elle nous a battus contre Metz, elle disait que dans... Elle était contente d'être là, à la fois. Là. Elle était ravie. Mais elle disait que pour toute l'équipe, elles ont vraiment profité du moment. Elles avaient envie vraiment de le savourer. Moi, j'ai envie de te demander comment est-ce que tu peux associer justement la notion de plaisir, le fait de savourer, et en même temps jouer un Final Four, par exemple, contre le Cheseme, où on sait que la dimension, pour le coup de combat, la dimension un peu quand même de bataille va être présente. Comment on peut associer les deux sur le terrain ? Je pense que le plaisir, il sera présent quand on aura déjà tout calé tactiquement, qu'on saura exactement ce qu'on a à faire. Et à partir de ce moment-là, quand on sait ce qu'on a à faire, on prend plaisir du coup à voir l'adversaire échouer dans ce qu'on avait déjà prévu et finalement ce qu'on avait déjà contré. Et je pense que c'est ça qui emmène aussi le plaisir. Après, moi, juste de jouer avec les filles, c'est ce qui fait aussi que c'est un plaisir énorme. C'est vrai que le stress sera là, donc peut-être que du coup, le plaisir se verra moins, mais je sais qu'il sera toujours aussi présent. Et finalement, quand j'étais en équipe de France jeune avec Eric Barada, quand on a gagné nos championnats du monde, on stressait toutes, mais on savait qu'il fallait se baser sur nous et pas sur l'adversaire. On savait très bien ce que pouvait produire l'adversaire, mais on savait que si on échouait, c'était parce que nous, on avait mal fait les choses. Et finalement, j'y repense avant chaque match et c'est un peu ce qui me déstresse, mais tout en étant stressée et en ayant le bon stress. Et finalement, je pense que c'est ce qui va me suivre jusqu'au Final Four. C'est pas mal, on va suivre ça de toute façon, le parcours jusqu'au Final Four. La petite question à la sauvette, dans quelques jours, mine de rien, le 31 mai, tu auras 21 ans. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cet anniversaire ? De gagner déjà contre Strasbourg. C'est vrai, parce que ça tombe le jour de Strasbourg. Et que pourquoi pas Brest perde ce jour-là. Et c'est l'anniversaire d'Enola, tu lui souhaites un mauvais cadeau, là, attention. Mais je lui offrirai un cadeau. Et après, de dérouler au Final Four. On prend. Merci beaucoup Lilou d'avoir été sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. Merci Rémi, merci Claire d'avoir partagé l'émission également avec moi. Je les ai taclés en début d'émission. Merci à l'équipe technique qui œuvre en coulisses. Sans eux, l'émission n'existe pas. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. On se retrouve samedi, n'oubliez pas, pour la réception de la Stella Saint-Maur. Ce sera sur Moselle TV à 17h55. Et la semaine prochaine pour un nouveau Dragon Mag. À très bientôt.